Ne regarde pas en arrière quand tu es en route vers le succès. Mais n'oublie pas de regarder en arrière après avoir atteint le succès. Cette phrase, simple en apparence, contient l'un des secrets les plus profonds et les plus paradoxaux du développement personnel et de la réussite. C'est une boussole à deux temps, un moteur à deux vitesses pour l'ambition. Et aujourd'hui, nous allons le démonter, pièce par pièce, pour que vous puissiez l'appliquer à votre propre vie. Bonjour à tous et bienvenue. La plupart des conseils de motivation se résument à « fonce, ne lâche rien, regarde toujours devant toi ». Et ils n'ont pas tort, mais ils ne racontent que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, celle qu'on oublie souvent, est tout aussi cruciale. C'est l'art de savoir quand et comment regarder en arrière. Maîtriser ce paradoxe, c'est la différence entre un succès éphémère et un héritage durable. Entre atteindre un sommet et être capable d'en gravir beaucoup d'autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces deux phases. La première, la montée, le sprint, la phase où regarder en arrière est un poison. C'est le mode tunnel. La seconde, le sommet, la consolidation, la phase où regarder en arrière est un devoir, une source de sagesse et de pouvoir. Restez avec moi, car comprendre cette dynamique pourrait bien changer la trajectoire de votre carrière, de vos projets et de votre vie. Commençons par la première partie de la citation. Ne regarde pas en arrière quand tu es en route vers le succès. Pourquoi ce conseil est-il si fondamental ? Parce que pendant la phase de construction, de lutte, de création, votre ressource la plus précieuse n'est ni le temps, ni l'argent. C'est votre énergie mentale, votre concentration. Imaginez que vous conduisez une voiture de course. Votre objectif est la ligne d'arrivée, droit devant. Chaque coup d'œil dans le rétroviseur est une fraction de seconde où vous ne regardez pas la route. C'est une distraction qui peut vous faire manquer un virage, un concurrent, une opportunité. Pire encore, si vous commencez à vous focaliser sur les voitures que vous avez doublées ou sur celles qui vous talonnent, votre conduite devient réactive, pas proactive. Vous perdez le contrôle. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Notre cerveau a une capacité d'attention limitée. Tenter de progresser activement tout en analysant constamment le passé, c'est comme essayer de faire tourner deux logiciels très gourmands sur un vieil ordinateur. Ça ralentit, ça bugue, et finalement, ça plante. Regarder en arrière pendant la montée vous expose à deux grands démons, le poids de vos échecs passés et le poison de vos succès passés. Le premier démon, le poids des échecs, est le plus évident. Chaque fois que vous repensez à une erreur, un projet raté, une mauvaise décision, vous réactivez les circuits neuronaux de la peur et du doute. Et si ça se reproduisait ? Suis-je vraiment capable ? Ce dialogue interne est un frein à main mentale. Il vous pousse à la suranalyse, à la procrastination, à ce qu'on appelle la paralyse par l'analyse. Vous passez plus de temps à vous prémunir contre un échec passé qu'à construire un succès futur. L'un des exemples les plus extrêmes et les plus puissants de cette philosophie nous vient de 1519. Le conquistador espagnol Hernán Cortés débarque sur les côtes du Mexique avec environ 600 hommes, avec pour mission de conquérir l'immense et puissant empire aztèque. Une tâche qui semble suicidaire. Après avoir établi une première base, il fait face à une quasi-mutinerie. Ces hommes sont terrifiés. Ils sont peu nombreux, loin de chez eux, face à un ennemi comptant des centaines de milliers de guerriers. L'option la plus logique, la plus raisonnable, est de remonter dans les navires et de rentrer en Espagne. Le passé, la sécurité, le connu les appelle. Que fait Cortés ? Il ne fait pas un discours. Il ne négocie pas. Il donne un ordre simple et terrifiant, brûler les navires. En réalité, les historiens pensent qu'il les a plutôt sabordés, mais le résultat est le même. En détruisant sa seule voie de retraite, il a éliminé la possibilité même de regarder en arrière. Il n'y avait plus de plan B. La seule option était d'avancer, de conquérir ou de mourir. Il a forcé ses hommes et lui-même dans un mode tunnel absolu. Toute leur énergie mentale, physique et émotionnelle était désormais concentrée sur un seul et unique objectif, la survie par la victoire. En supprimant le rétroviseur, il a rendu l'avenir inévitable. C'est une métaphore brutale, mais elle illustre parfaitement la puissance de se couper volontairement du passé pour s'obliger à réussir. Le deuxième démon est plus subtil, mais tout aussi dangereux, le poison des succès passés. C'est la complaisance. Vous avez réussi un projet, atteint un objectif. C'est génial, mais si vous passez votre temps à vous remémorer cette victoire, à vous reposer sur vos lauriers, votre momentum s'arrête. Le succès passé peut créer un faux sentiment de sécurité. Il vous fait croire que la prochaine victoire sera facile, que vous n'avez plus besoin de faire autant d'efforts. C'est le début de la fin. Les plus grands empires, les plus grandes entreprises ne sont pas tombés à cause de leurs échecs,
mais parce qu'ils sont devenus arrogants et complaisants après leur plus grand succès. En 1997, Apple est au bord de la faillite. L'entreprise qui avait révolutionné l'informatique personnelle était devenue un chaos de produits sans vision, perdant des centaines de millions de dollars. C'est alors que Steve Jobs, l'homme qu'ils avaient évincé 12 ans plus tôt, revient aux commandes. Quelle est sa première action? Regarde-t-il en arrière pour analyser chaque erreur, pour blâmer les responsables? Non, il entre dans une salle, pieds nus, en short, et dessine un simple tableau avec 4 cases. Consommateur, pro, portable, bureau. Il annonce, c'est tout ce que nous allons faire. Un produit génial pour chaque case. En une réunion, il a annulé 70% des projets d'Apple. Des imprimantes, des serveurs, des consoles de jeux. Tout a été coupé. Il n'a pas regardé en arrière pour essayer de sauver ses projets ou de comprendre pourquoi ils avaient échoué en détail. Il a regardé vers l'avant avec une clarté obsessionnelle. Il a mis l'entreprise en mode tunnel, se concentrant uniquement sur la création de l'iMac, puis de l'iPod, de l'iPhone, de l'iPad. Il n'a pas laissé le passé désastreux d'Apple dicter son avenir. Il a brûlé les navires conceptuels pour forcer tout le monde à se concentrer sur la prochaine grande chose. C'est cette incapacité à s'attarder sur le passé, qu'il soit glorieux ou désastreux, qui a permis la plus grande renaissance de l'histoire des entreprises. Donc, pendant la montée, votre mantra doit être « Quelle est la prochaine action ?» Pas « Qu'ai-je bien ou mal fait hier ?» Apprenez des erreurs immédiates, ajustez votre trajectoire en temps réel, mais ne vous engagez jamais dans une autopsie profonde du passé tant que la guerre n'est pas gagnée. C'est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Et nous arrivons à la deuxième partie, la plus négligée, de notre paradoxe, mais n'oublie pas de regarder en arrière après avoir atteint le succès. C'est ici que 90% des gens qui réussissent échouent. Ils restent en mode tunnel pour toujours. Ils atteignent un sommet et, au lieu de savourer la vue, ils cherchent immédiatement le prochain sommet à gravir, sans jamais faire de pause, sans jamais intégrer les leçons. Ils deviennent des machines à accomplir, mais ils perdent leur âme, leur sagesse et, ironiquement, leur capacité à connaître un succès encore plus grand. Regarder en arrière après le succès n'est pas un acte de nostalgie, c'est un acte stratégique. Il remplit 3 fonctions vitales: cultiver la gratitude, forger la sagesse et préparer le mentorat. Premièrement, la gratitude. Quand vous êtes dans la bataille, vous n'avez pas le temps de remercier tout le monde. Mais une fois la victoire acquise, regarder en arrière vous permet de voir clairement toutes les personnes qui vous ont aidé. Le mentor qui vous a donné un conseil clé, le collègue qui a travaillé tard avec vous, le partenaire ou la famille qui a supporté votre absence et votre stress. Ignorer ces contributions, c'est de l'arrogance. Les reconnaître, c'est construire des ponts de loyauté qui vous serviront toute votre vie. La gratitude n'est pas seulement une politesse, c'est le ciment des relations humaines et professionnelles. Un leader qui ne sait pas dire « merci » est un leader qui sera bientôt seul. Deuxièmement, forger la sagesse. C'est seulement avec le recul, une fois la pression retombée, que vous pouvez analyser le chemin parcouru avec objectivité. Vous pouvez enfin déconstruire votre succès. Qu'est-ce qui a vraiment fonctionné? Était-ce cette stratégie marketing ou un coup de chance? Était-ce votre travail acharné ou cette rencontre inattendue? En regardant en arrière, vous transformez votre expérience en un modèle, une blueprint. Vous identifiez les principes fondamentaux de votre réussite, ce qui vous permet de la reproduire, de l'améliorer et de l'adapter à de nouveaux défis. Sans cette phase d'analyse post-succès, votre victoire reste un accident heureux. Avec elle, elle devient une science. Alfred Nobel a connu un succès commercial phénoménal. Inventeur de la dynamite, il a amassé une fortune colossale en vendant son invention à travers le monde pour la construction, l'exploitation minière et la guerre. Il était l'incarnation du succès industriel du 19e siècle, un homme qui n'a fait que regarder vers l'avant, innovant et construisant son empire. Puis, en 1888, un événement étrange se produit. Son frère Ludwig meurt, mais un journal français se trompe et publie la nécrologie d'Alfred à la place. Le titre ? Le marchand de mort est mort. L'article décrivait un homme qui était devenu riche en créant des moyens de tuer les gens plus rapidement que jamais. Pour la première fois de sa vie, Alfred Nobel a eu l'opportunité unique de regarder en arrière sur sa vie et son héritage, du point de vue de la postérité. Et ce qu'il a vu l'a horrifié. Il a réalisé que tout son succès, toute sa fortune, toute sa vie de travail acharné allait se résumer à cette terrible épitaphe. Cet électrochoc l'a poussé à une profonde introspection. Il a utilisé les dernières années de sa vie et la quasi-totalité de sa fortune pour faire quelque chose de radicalement différent.
Dans son testament, il a créé une fondation chargée de récompenser chaque année ceux qui ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Les prix Nobel. En regardant en arrière sur son succès après l'avoir atteint, il a pu le redéfinir complètement, le transformer d'un héritage de destruction en un héritage de progrès et d'espoir qui perdure plus d'un siècle plus tard. C'est l'exemple ultime du pouvoir de la réflexion post-succès. Enfin, troisièmement, le mentorat. Vous ne pouvez pas montrer le chemin à quelqu'un si vous ne vous souvenez plus de la route que vous avez prise. Regarder en arrière vous permet de cartographier votre parcours, avec ses raccourcis, ses impasses, ses dangers. Cela vous donne les outils pour guider les autres, pour leur faire économiser du temps et de l'énergie. C'est votre devoir de rendre l'ascenseur. Le vrai succès n'est pas seulement d'arriver au sommet, c'est de tendre la main pour aider le suivant à monter. Et pour cela, il faut se retourner et regarder le chemin en contrebas. Alors, comment appliquer concrètement ce paradoxe? Comment savoir si vous êtes dans la montée ou au sommet? La réponse est dans la nature de vos projets. Si vous êtes en phase de lancement, de création, de crise, ou en plein sprint pour atteindre une deadline critique, vous êtes en mode tunnel. C'est la phase « ne pas regarder en arrière ». Votre agenda doit être focalisé sur l'action. Votre réflexion doit être limitée à des « check-ins » rapides. Est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche de mon objectif? C'est tout. Pas de grande introspection sur le sens de la vie, pas de remise en question fondamentale. Action, exécution, momentum. Si, en revanche, vous venez de terminer un projet majeur, d'atteindre un objectif important, de clore un trimestre ou une année, vous êtes au sommet. C'est le moment de planifier consciemment une phase de regard en arrière. Bloquez du temps dans votre calendrier. Une demi-journée, une journée entière. Appelez ça un post-mortem, une revue stratégique, ou simplement un temps de réflexion. Pendant ce temps, posez-vous les bonnes questions. Gratitude? Qui dois-je remercier? Prenez le temps d'envoyer ces emails, de passer ces appels. Sagesse. Qu'est-ce qui a fonctionné et pourquoi? Qu'est-ce qui a échoué et pourquoi? Quels sont les 3 principes que je peux extraire de cette expérience? Écrivez-les. Mentorat. Comment cette expérience peut-elle aider quelqu'un d'autre? Puis-je transformer cette leçon en un article, une discussion, un conseil pour mon équipe? Ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. C'est l'affûtage de la hache avant de couper le prochain arbre. C'est ce qui vous empêchera de courir sans fin sur un tapis roulant, pour vous permettre de construire un véritable escalier vers des sommets toujours plus hauts. Le succès n'est pas une ligne droite. C'est un rythme, une danse entre l'action et la réflexion, entre le sprint et la pause, entre regarder vers l'avant et regarder vers l'arrière. La plupart des gens ne maîtrisent qu'un seul de ces deux mouvements et finissent soit par s'épuiser, soit par stagner. Les vrais maîtres du jeu, ceux qui construisent des carrières et des vies exceptionnelles, comprennent ce rythme. Ils savent quand mettre les œillères et foncer, et quand s'arrêter au sommet pour admirer la vue, remercier leurs compagnons de cordée, et dessiner la carte pour la prochaine ascension. Alors la prochaine fois que vous serez en route vers le succès, ne regardez pas en arrière. Mais je vous en prie, une fois que vous l'aurez atteint, n'oubliez jamais de le faire. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui est sur son propre chemin. Et dites-moi dans les commentaires, dans quelle phase êtes-vous en ce moment? La montée ou le sommet?